Bien, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci d'être nombreux. Je sais que vous nous entendez bien. Je suis Hélène Assir de la société Coeris, Data Scientist, et je suis accompagnée de Gérard Haas, avocat spécialiste en droit des nouvelles technologies, DPO et également spécialiste en droit des nouvelles technologies. Alors, nous nous unissons aujourd'hui pour parler du RGPD, donc du fameux règlement général de la protection des données. J'espère que vous nous entendez bien, si on parlait un peu plus fort. Et donc plus particulièrement des données sensibles dans les champs texte de vos applications métiers, ainsi que des solutions pour les identifier. Je vais vous présenter l'agenda. Maître Haas va débuter cette intervention pour vous faire un retour de ce qui a pu se passer depuis un an après la mise en application le 25 mai 2018 du RGPD. Et ensuite, nous parlerons des fameuses données personnelles et sensibles et à risque, et notamment de leur collecte et de leur gestion. Puis, je prendrai le relais pour évoquer avec vous les différents projets que l'on a pu traiter au sein de Coeris dans ce contexte, avant de redonner la main à Maître Haas sur la mise en œuvre opérationnelle de bonnes pratiques et d'outils, toujours dans ce cadre. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions à nous poser, donc il y a évidemment le chat qui est disponible, on essaiera d'y répondre au moment le plus opportun, de manière à avoir une interactivité. Et si vous avez plutôt des problèmes d'ordre technique, il y a un chat technique dédié qui est accessible par la petite bulle violette en bas à droite de votre écran. À vous, Maître Haas. Alors, je vous propose donc de parler du RGPD, donc Règlement général à la protection des données, un an après. Le point là-dessus. Juste une petite présentation du cabinet Haas Avocat pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes donc un cabinet dédié au droit des nouvelles technologies. Nous avons en fait plusieurs départements, dont un département e-commerce, un département data, contentieux, propriété intellectuelle, place de marché. Et nous sommes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment le guide juridique du RGPD, le RGPD expliqué à mon boss, la sécurité des données personnelles. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire autour de ça. Pour le cabinet a également 3 labels CNIL, dont un pour l'audit de traitement automatisé de données, et nous avons récemment reçu une distinction de la part des lecteurs du Point comme étant un des meilleurs cabinets dans le domaine du droit des nouvelles technologies et de la protection des données à caractère personnel. Voyons maintenant... si on peut changer le merci. Voyons un petit peu, faisons le point sur le règlement général de la protection des données. Alors vous le savez, le règlement général de la protection des données est rentré en application à partir du 25 mai 2018 et il a fait l'objet d'une loi d'adaptation du 6 janvier 2018. Les objectifs sont triples. Il s'agit de protéger les personnes physiques d'une part, d'autre part d'assurer la confiance et enfin de responsabiliser les acteurs. Son champ d'application est extrêmement large et à ceux qui nous disent « je ne suis pas concerné », eh bien la réponse est de rappeler que le règlement prévoit un champ d'application matériel, c'est-à-dire qu'il concerne tous les traitements de données à caractère personnel, et un champ d'application territorial, c'est-à-dire que les responsables de traitement ou les sous-traitants qui ont un établissement principal au sein de l'Union européenne ou lorsque des produits et des services ciblent des résidents européens, eh bien dans ce cadre-là, le règlement s'applique.
Au niveau d'une de ces implications, eh bien, et on l'a vu dans la presse, hein, puisque ça a fait l'objet de gros titres, la sécurité des données, eh bien, touche tous les acteurs et ceux-ci ont eu à se mettre en conformité. Alors, je rappelle à ce titre que l'article 1 de la loi informatique et liberté, dans son alinéa premier, et ceci est un avantage important par rapport aux GAFA qui considèrent que puisque c'est gratuit, c'est nous les produits, eh bien nous, depuis 1978, nous sommes dans une autre, si vous voulez, dialectique et dynamique, puisque c'est l'informatique qui doit être au service de chaque citoyen. On pourrait ici noter que dans le cadre du règlement, le terme citoyen a été remplacé par le terme de personne concernée, ce qui élargit en fait le champ d'application. Le développement de l'informatique doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale et elle ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Et la linéa 2 met en place le principe de l'autodétermination informationnelle, puisqu'il prévoit que toute personne dispose de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant dans des conditions qui sont fixées par la loi. Donc on voit ici très bien qu'il n'y a pas de propriété des données, mais en revanche, chaque individu a des droits sur ces données. Nous verrons ensuite quels sont les droits par rapport à ces données. Au niveau d'un rappel, un petit focus sur les notions essentielles, je rappelle que lorsque l'on est en mise en conformité, on doit raisonner en traitement de données, ces données qui en fait contiennent une quantité de fichiers qui visent des données personnelles. La donnée personnelle, c'est toute information qui est relative à une personne identifiée directement ou indirectement, donc ça c'est un premier point. Ceci ensuite va figurer dans un fichier qui est un ensemble structuré de données à caractère personnel. Je rappelle que le terme stable a été supprimé du règlement et que en fait, tout ensemble structuré, donc à partir du moment où on est même dans un fichier Excel par exemple. Et enfin, les traitements, ce sont des opérations ou un ensemble d'opérations qui vont porter sur de telles données, quel que soit le procédé qui est utilisé. Donc derrière ça, eh bien, il faut déterminer quels sont les acteurs du traitement. En fait, il y en a 5. Vous en voyez 4 sur le slide, mais vous allez voir, il y en a un qui est entre les deux. Donc le premier, c'est le responsable de traitement. Qui est responsable de traitement? Eh bien, c'est celui qui détermine la finalité et les moyens du traitement. Dans une entreprise, c'est généralement le PDG, ou à moins que ce soit une personne qui a été déléguée à cela. Il y a ensuite les relations que l'on a avec des sous-traitants, c'est-à-dire c'est ceux qui vont traiter les données pour le compte d'un responsable de traitement. Dans certains cas, ce sous-traitant, c'est complexe à identifier parce qu'il a un rôle aussi dans la mise en œuvre des traitements, et donc on appelle cela un co-responsable de traitement. Et puis vous avez les destinataires, c'est-à-dire la personne qui reçoit la communication des données. Par exemple, si vous êtes dans les données de santé, que vous envoyez ça au CNAM, eh bien celle-ci va être destinataire de ces données pour pouvoir en fait répondre aux opérations nécessaires à son fonctionnement. Et puis, enfin, c'est-à-dire vous et moi, c'est la personne concernée par ces données traitées. Voilà un petit peu donc, le premier focus qui était quelles étaient les notions essentielles. Donc, on l'a vu, données à caractère personnel, fichier, traitement. On a vu ensuite quels étaient les acteurs. Rappelons quels sont les principes essentiels, fondamentaux du règlement général à la protection des données. Alors, au départ, une collecte répond à des principes et met en place un certain nombre d'obligations du côté du responsable de traitement. Les principes, ils sont très simples: minimisation des données, principe de privacy by design, obligation de conservation pendant un certain temps, principe d'accountability et principe de sécurité. Alors, avant de voir ces principes, rappelons que la collecte doit se faire de manière licite, en fonction d'une certaine finalité, de manière toujours loyale, c'est-à-dire en donnant l'information et en obtenant le consentement des personnes concernées. Cette information, elle doit être mise en place et, bien entendu, on a un consentement. Le silence ne vaut pas consentement en matière de protection des données à caractère personnel. Au-delà de ça, voyons la minimisation des données. Minimisation des données, cela implique que l'on ne collecte que les données qui sont strictement nécessaires avec une finalité parfaitement déterminée. Le principe de privacy by design,
c'est une notion très simple qui consiste à dire que dès la conception et par défaut, le responsable de traitement ne doit pas mettre en œuvre des traitements qui pourraient porter atteinte à la liberté, à la vie privée ou aux libertés fondamentales que détient la personne. Les notions de conservation, il y a toute une listing particulier de durée de conservation. Je vous invite à aller sur le site de la CNIL. Et là, vous pourrez voir qu'il y a un certain nombre de durées. Ça va à 2 ans, 5 ans, 10 ans. On a des cas où, en fait, c'est 13 mois, par exemple, pour les cookies. Enfin, il y a donc toute une série de points sur lesquels le responsable de traitement, son DPO, et donc toutes les équipes doivent, en fait, bien harmoniser le règlement. La accountability, c'est une démarche probatoire. Qu'est-ce que c'est que cette démarche probatoire? C'est-à-dire que le responsable de traitement doit être toujours en mesure de pouvoir justifier que ces fichiers, ces traitements sont licites, répondent à une certaine finalité, ils ont été constitués loyalement et que les personnes ont bien reçu l'information et on a bien obtenu le consentement nécessaire. Enfin, la sécurité. Le principe de sécurité est érigé en principe essentiel. Il faut mettre en place des mesures techniques et organisationnelles qui sont, si vous voulez, importantes pour le traitement selon, et ce sera l'objet après avec Hélène, de voir s'ils sont des données sensibles ou des données à risque. Enfin, au niveau des obligations, là aussi le règlement apporte, si vous voulez, toute une kyrielle d'obligations qui est à la charge du responsable de traitement. L'obligation de tenir un registre de traitement, de mener, lorsque l'on est face à des données sensibles ou présentant des risques élevés, ou lorsqu'il y a un listing avec deux conditions qui sont prévues, mener des études d'impact, désigner un délégué à la protection des données. Une nouvelle obligation qui a été mise en place, c'est les failles de sécurité, en matière de failles de sécurité, notamment portant sur des données à caractère personnel, l'obligation de déclaration auprès de la CNIL dans les 72 heures. Et enfin, veiller toujours à assurer le droit des personnes concernées. Derrière cela, eh bien, on a une augmentation du plafond des sanctions. Je rappelle que dans le cadre de la loi de 78, le plafond était à 150 000 €. On avait vu ses limites puisque ça ne représentait même pas une seconde auprès des GAFA. Ce plafond avait été augmenté à 3 millions d'euros dans le cadre de la loi sur la République numérique pour le non-respect des droits. On va rappeler que l'année dernière, jusqu'à toutes les actions qui avaient été menées au cours de l'année dernière étaient dans ce cadre-là, avec jusqu'au 25 mai 2018, étaient sur cette base de 3 millions d'euros. Et depuis le 25 mai, les plafonds ont complètement augmenté, puisque c'est 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires lorsque les manquements portent sur le privacy by design, les études d'impact, la non-désignation d'un délégué à la protection des données, ou 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires lorsque l'on est face à des manquements aux droits des personnes. Voilà un petit peu le cadre, si vous voulez, avec les grandes règles essentielles par rapport au règlement général à la protection des données. Premier constat, 1 an après, puisque c'était la question que vous posiez, Hélène, c'est qu'on se rend compte que 50% des entreprises ont mis en place une démarche de conformité, mais beaucoup ne sont pas encore conformes, et notamment les PME et les ETI. Donc il y a vraiment là aussi des choses à faire, d'autant plus que en fait, les statistiques nous prouvent qu'il faut 3 ans de durée moyenne lorsque l'on met en place des chantiers techniques ou juridiques pour se mettre en conformité. Donc on voit aussi que c'est quand même long, donc il ne faut pas tarder parce que là maintenant le règlement est en application et donc tous ceux qui seraient défaillants, je rappelle que le plafond de la sanction c'est 10 millions d'euros pour non-conformité ou 2% du chiffre d'affaires. Voyons maintenant un petit peu ce qui a été indiqué lors de son bilan par la nouvelle présidente de la CNIL, qui est Madame Marie-Laure Denis. Elle rappelle qu'il faut réussir la mise en conformité, que en fait, la CNIL va mettre en place des actions pour accompagner en fait, les entreprises avec la publication de plusieurs guides. Elle nous indique également que le contrôle et les sanctions vont être beaucoup plus maintenant
ferme, c'est la fin d'une certaine tolérance, avec notamment, si vous voulez, une exploitation des plaintes. Donc, dès lors qu'il y aura des plaintes, il y aura des contrôles qui vont se mener. La mise en œuvre de droits, responsabilité des sous-traitants et le respect des droits des mineurs, c'est les grands chantiers de 2018. Là aussi, et puis alors dans le domaine des assistants vocaux et du cloud computing, il va y avoir des contrôles spécifiques et d'une manière générale, puis un grand, si vous voulez, au niveau européen, le rôle important de plus en plus dans le cadre des données personnelles de l'Europe. Derrière ça, on peut voir que dans le cadre du bilan, il y a une augmentation de 32% par rapport à 2017, du nombre de plaintes, c'est-à-dire qu'il y a eu 11 077 plaintes reçues en 2018, avec une nette augmentation sur les plaintes complexes. Cette hausse est particulièrement significative, et là aussi on peut dire que depuis 2017, on va le voir dans le slide suivant, on a un plafond, on a une sanction de 50 millions d'euros, notamment sur Google. Alors l'évolution des nombres des plaintes, on le voit augmenter. Et puis les secteurs qui sont extrêmement touchés, ce sont des secteurs tels que le domaine d'Internet, le domaine commercial, le domaine de la santé. Donc on voit un petit peu, vous avez ici des points sur lesquels en fait il faut être particulièrement vigilant. Là aussi, sur l'augmentation des sanctions, vous voyez que au cours de l'année 2018 ont été sanctionnés Bouygues, Optical Center, avec même là-dessus une minoration, puisque les 250 000 euros ont été considérés par le Conseil d'État comme étant disproportionnés, ça a été minoré à 200 000, et puis Uber, et puis depuis le début de l'année, Google avec 50 millions d'euros pour en fait non-respect du consentement des personnes concernées. Voilà ce que l'on peut dire sur les données. Alors je vois qu'on me pose, Dago me pose une question, est-ce que cela concerne uniquement les données privées ou également les données professionnelles? Alors, la question est formulée, alors j'allais dire, le responsable de traitement est responsable des données professionnelles qu'il utilise dans le cadre de son activité. Donc là-dessus. Mais dans les données personnelles, il peut y avoir aussi des données personnelles, qui sont privées. Il n'y a pas de distinction entre professionnel et privé. Il y a des relations B2B ou des relations B2C. Mais dans le premier cas, quand on est dans des relations B2C, il faut obtenir le consentement de la personne concernée, alors que lorsque l'on est dans des relations B2B, il s'agit là d'une information qu'il convient de délivrer. On verra quand même que cela peut avoir un impact sur les données à risque et les données sensibles. Voyons quelles sont les données sensibles et les données à risque. Alors, est-ce que leur traitement peut nuire à la conformité de l'entreprise? C'est une très bonne question dans la mesure où, en fait, il faut déterminer qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible. Alors, toutes les données ne sont pas considérées comme étant sensibles. Il y a simplement 9 catégories de données sensibles. Ces données sensibles, eh bien, ce sont des données qui, par principe, ne peuvent pas être collectées, sauf après des règles de dérogation ou les besoins de la relation pour leur traitement. Alors, quelles sont les données sensibles? Nous avons d'abord les données qui portent sur des origines raciales ou ethniques. Mais très vite, on peut avoir dans un trombinoscope le fait de faire des photos, le fait d'avoir en fait une personne blanche, noire, rouge, jaune. Eh bien, on peut arriver à constituer un fichier racial ou éthique, ou ethnique. Donc, vous voyez très bien, là aussi, la motivation va être importante. Les orientations sexuelles. Alors, monsieur avec madame, c'est déjà une orientation sexuelle. Comme monsieur avec monsieur ou madame avec madame. Donc, là, vous voyez aussi que très vite, on peut basculer, si vous voulez, dans des données sensibles. Les conceptions religieuses ou philosophiques. Quelqu'un qui, en entreprise, dit « je vote pour tel parti ». Quelqu'un qui est délégué syndical, quelqu'un qui annonce qu'il est franc-maçon ou vegan ou adepte de Monsieur Rabi, enfin tout ce que vous voulez, on voit très vite que cela peut avoir des connotations, là aussi, religieuses, philosophiques, la personne qui arrive voilée, la personne qui porte une kippa dans son travail, qui
balade avec une croix ou une croix huguenote, etc., ou la croix occitane. Enfin bref, on se rend compte que là aussi, il peut y avoir une connotation, si vous voulez, portant sur des données sensibles. Les opinions politiques, les opinions syndicales, l'état de santé. Et il y a pas mal de services qui est obligé de connaître en fait l'état de santé de ses collaborateurs, les arrêts de travail, ceux qui sont atteints de maladies graves, etc., les données biométriques, les données génétiques, et enfin les condamnations pénales et les infractions, condamnations pénales avec les saisies sur salaire pour des divorces, les interdictions de rouler. Donc on voit très, très bien qu'il y a tout un panel de données qui peuvent très vite devenir sensibles. Par rapport à cela, eh bien, le responsable de traitement, si ces données sont sensibles, a quand même des cas qui lui permettent, selon l'article 6 du Règlement général de la protection des données, de collecter en fait ce type de données. Alors pourquoi? Parce que la personne a donné son consentement, soit parce que l'on est dans le cadre de l'exécution d'un contrat, parce qu'en fait il y a des obligations légales qui imposent en fait ce type de collecte, parce qu'on est dans un cas où l'entreprise présente un intérêt légitime à collecter ces données. C'est une notion qui est très très forte, et dans le cadre de 2019, beaucoup d'entreprises sont en train de bâtir leur doctrine autour des intérêts légitimes. Et d'une manière générale, dans ce que va vous expliquer ensuite Hélène, l'entreprise va avoir des données, des informations sur des personnes qui pourraient être justifiées par un intérêt légitime, après à voir si cet intérêt légitime était nécessaire ou pas. On a un principe de minimisation, exécution d'une mission de service public ou sauvegarde de la vie humaine. Donc vous voyez là aussi un point important autour de ça. Je rappelle que dans le cadre du Règlement général de la protection des données, il y a des principes qui sont nouveaux. L'article 7 et 12 qui parle de l'autodétermination informationnelle, le concept de privacy by design que j'ai expliqué tout à l'heure est par défaut, et puis toutes les notions de minimisation des données. Et c'est là où, en fait, avec OERIS, notre intervention a tout un sens, parce que le fait d'aller vérifier si ces données, les informations que l'on a mis en place sont strictement nécessaires, eh bien, on rentre tout à fait dans cette obligation de minimisation des données. Je vois que on me pose une question, c'est comment traiter conformément au règlement général du Règlement général de la protection des données personnelles transmises entre collègues par mail. Alors, exemple, citation d'un nom et d'un numéro de téléphone dans un mail professionnel. Alors là, c'est une très très bonne question, et je remercie Claire D de nous l'avoir posée. Eh bien, c'est l'objectif de l'entreprise et du responsable de données de mettre en place une charte Internet dans laquelle il rappelle les bons usages. Maintenant, si quelqu'un communique dans un mail un numéro de téléphone, alors le numéro de téléphone, c'est du poste, je demande à Claire qu'elle nous précise, c'est du poste ou c'est le numéro de son portable privé. Si jamais c'est privé, on est dans une communication là hybride, et là il faut voir comment cela s'est organisé. Normalement, on n'a pas à la communiquer, sauf si jamais c'est pour un intérêt légitime dans le cadre de ses fonctions. Deuxième question, je vois Alexandra D qui me la pose, c'est comment traiter les données sensibles données par le client volontairement, de façon ponctuelle et non collectée systématiquement par l'entreprise. Eh bien, c'était le cas que l'on avait vu précédemment, où on a un intérêt légitime pour le faire. Elle a donné aussi son consentement. Après, le responsable de traitement doit sécuriser ce type de données. Voyons ensuite un autre point, s'il vous plaît, le slide suivant. Avant de neutraliser les risques cas client, je donne la parole à elle. Il y a une question qui m'est posée par Catherine P. Pouvez-vous nous donner des exemples sur ce que couvre la notion de fichiers structurés pour savoir quelles sont les données qui sont soumises au RGPD? Alors, le big data, ce sont des fichiers non structurés. Les fichiers structurés, ben, on est dans le cadre d'un fichier Excel. Voilà l'exemple d'un fichier structuré. Enfin, il n'y a pas de problème. Une base de données relationnelle. Voilà une base de données relationnelle. Tout à fait, mais vous avez parfaitement raison, ma chère Hélène. Voilà. Eh bien, je propose maintenant de passer à la deuxième partie, c'est comment neutraliser les risques et avec des cas clients, parce qu'effectivement, c'est l'objectif du DPO, du responsable de traitement, et puis de toute cette sensibilisation, c'est d'arriver à neutraliser les risques de cas clients.
C'est à moi. Merci Gérard. Je vais d'abord vous donner quelques mots d'introduction sur Coeris. Donc, nous sommes un éditeur français de solutions CRM et Business Analytics. Donc, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 13,8 millions d'euros en 2018, donc dont 20% à l'international au travers de plus d'1 millier de nos clients. J'ajoute que nous sommes entreprise labellisée entreprise innovante par BPI France et que nous avons été mis à l'honneur pour une seconde fois au sein des trophées Big Data en 2018 pour la solution RGPD Tax Control que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est le risque encouru dans les zones de texte libre de vos applications métiers. Donc là, on bascule dans le sujet des données non structurées, qui avait été évoqué tout à l'heure dans la question d'Alexandra. Et je vais vous dire comment nous avons accompagné nos clients dans leur mise en conformité RGPD. Alors, qu'est-ce qu'une zone de texte libre? Donc, quand on a une application de type CRM ou RHERP, vous disposez de zones de texte libre qui sont des réceptacles de commentaires où vos collaborateurs, opérateurs peuvent saisir des informations pour un suivi client, pour noter des informations sur le dossier et cette collecte, elle, n'est pas interdite. En revanche, ces zones sont évidemment encadrées par le RGPD. La nature des commentaires, eh bien évidemment, les commentaires ne doivent pas être inappropriés, subjectifs ou insultants, donc ils doivent rester neutres, pertinents, factuels. Un accent doit être porté sur les données sensibles telles que vient de les décrire Maître Haas. Et pour ce faire, la CNIL recommande la réalisation d'audits réguliers et le recours à des outils automatiques qui permettent de vérifier le contenu de ces zones de commentaires. Alors, au-delà des données sensibles, on remarque que ces zones de texte libre peuvent également contenir des informations de type coordonnées bancaires, donc RIB, IBAN, des numéros de carte bleue, des numéros de sécurité sociale, mais aussi des adresses ou des numéros de téléphone qui relèvent de la donnée personnelle et même à risque. Et il convient donc d'identifier les commentaires qui contiennent ce genre d'informations. Et c'est justement ce que va permettre de faire notre module RGPD Tax Control, qui va, entre autres, permettre de reconnaître ces schémas, ces patterns de données à risque. Alors, vous avez sans doute déjà croisé dans les médias des cas un peu extrêmes d'abus en termes de commentaires injurieux. J'en ai sélectionné quelques-unes. Une société leader du soutien scolaire à domicile, épinglée pour des commentaires injurieux dans ses fichiers clients. De même pour une enseigne d'électroménager, on voit que dans ce fichier client, on avait des commentaires comme cliente avec problème cardiaque, client alcoolique, mais c'est vrai aussi pour les fichiers RH, comme celle de cette enseigne de bricolage, où on trouvait des commentaires sur les employés tels que boulet, feignasse, vicieux. Bon. Donc, il est évident qu'au-delà des sanctions CNIL financières qu'a évoqué Gérard, il y a aussi le sujet de l'image de la société qui peut être affectée quand on arrive jusqu'à ces excès dans les commentaires. Et comme évoqué tout à l'heure, il est recommandé de faire appel à des outils de détection de ces commentaires pour identifier le plus tôt possible ce type d'abus. C'est justement tout l'objet de notre module RGPD Tax Control qui va aller identifier les données personnelles
est sensible au sein de tout type d'application CRM, mais aussi ERP, RH, afin d'aller contrôler le contenu des zones de texte libre. Alors, comment cela fonctionne? On déploie notre solution en 2 phases. Une première phase qui consiste en une cartographie des commentaires qui ont pu être saisis jusqu'à aujourd'hui dans l'application. Donc, c'est nos équipes de data scientists qui vont analyser ces données de type non structuré pour fournir d'une part des tableaux de bord de compréhension de la non-conformité, mais aussi permettre de paramétrer en fait cette détection. Pourquoi? Eh bien simplement parce que selon le contexte, une donnée pourrait être chez une entreprise considérée comme non conforme au RGPD, alors que dans un autre contexte, du fait de l'intérêt légitime évoqué tout à l'heure par Maître Haas, cette donnée pourrait être autorisée. Une fois cette cartographie des commentaires déjà saisis réalisée, eh bien, la deuxième partie, c'est un monitoring cette fois-ci dans tout type d'application. Donc évidemment, notre propre CRM Coeris, d'autres types de CRM, mais aussi les autres applications RH ERP peuvent faire appel à notre module par API, de manière cette fois-ci à aller attraper à la volée les futurs commentaires et s'assurer que les commentaires qui seront désormais saisis seront conformes au RGPD. Alors, comment fonctionne notre solution? Eh bien, nous sommes riches chez Coeris d'un dictionnaire qui contient plusieurs milliers de mots et expressions. Donc, j'insiste sur la notion d'expression, c'est-à-dire succession de mots, qui vont être rattachés aux différentes thématiques de la vie personnelle, telles que la santé, les condamnations, la drogue, les insultes, de manière à correspondre à la définition des données sensibles fournies dans le RGPD. Alors, on va partager avec vous, pour rentrer dans le vif du sujet, un cas concret rencontré dans le domaine public, où la problématique de notre client était d'avoir dans son outil, qui est un CRM, collecté dans le passé plus d'1 million de commentaires dans les fiches clients, et sa problématique était de s'assurer que ce million de commentaires, dans ce million de commentaires, aucun des commentaires n'était inapproprié au sens du RGPD. Alors évidemment, il est impossible, compte tenu de cette volumétrie, d'aller les valider un par un. Même à raison de 1000 par jour, la charge est astronomique. Et en revanche, il n'est pas non plus souhaitable d'aller tous les effacer, parce que là, on perdrait des informations très pertinentes pour le suivi des dossiers clients. Donc, comment avons-nous apporté de l'aide à ce client? Eh bien, tout d'abord en réalisant l'analyse des verbatims, donc environ 1 million de verbatims. Le retour est que, en fait, sur ces verbatims, 95% d'entre eux, donc plus qu'une grande majorité, sont conformes, c'est-à-dire ne contiennent aucun mot ou aucune expression sensible au sens du RGPD. Et ensuite, nous allons associer un niveau de criticité à l'ensemble des verbatims de manière à les classer selon leur degré de criticité en fonction du nombre de mots sensibles, mais pas uniquement. Et l'analyse restitue des informations du type l'évolution de la criticité dans le temps. Donc on voit ici que malgré l'annonce de la mise en place du RGPD en 2018, le nombre de commentaires saisis allait croissant et le taux de verbatim critique également.
L'analyse permet aussi d'identifier le vocabulaire qui revient régulièrement et les thématiques les plus fréquentes. Ici, on voit que la thématique de la santé est prépondérante et le nuage de mots permet notamment d'aller identifier le registre lexical. Au-delà de l'analyse ponctuelle, cela permet d'aller sensibiliser les collaborateurs et les opérateurs sur la non-conformité de ce type d'information. La deuxième partie, juste quelques exemples de commentaires réels rencontrés, hein, on le voit. Donc ça, c'est du cas concret. Hein. Cliente autoritaire et agressive qui tient des propos insultants, et raciste, ne pas rappeler, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, Gérard, ou même, j'ai envie de dire plus innocemment, besoin d'argent pour louer la salle des fêtes pour la bar mitzvah de son fils. Donc on voit que derrière ce type de commentaires, on va aller révéler la vie privée des clients, en tout cas des personnes concernées. Donc, une fois cette analyse disponible, ce qu'on fournit dans cette première partie, donc c'est une analyse de la non-conformité et puis le listing de chacun de ces 5% de commentaires inappropriés, triés par niveau de criticité, de manière à permettre aux juristes ou aux DPO d'aller intervenir sur ces commentaires très ciblés et de limiter son travail aux commentaires inappropriés. Donc ça, c'est une analyse des commentaires passés. La suite du module de notre solution, c'est en fait un module logiciel qui va permettre de détecter cette fois-ci, grâce à ce dictionnaire, grâce à cette analyse text mining et grâce à l'adaptation du dictionnaire au cas client, d'aller cette fois-ci attraper à la volée les commentaires. Donc je vais basculer dans une démonstration qui est en fait l'illustration du CRM de notre client, donc de manière très dépouillée, une fiche client. Donc on voit que dans cette fiche client, puisqu'on dispose du prénom et du nom de la personne concernée, on bascule dans la donnée personnelle qui est visée par le RGPD. Et la zone de commentaires ici est donc le réceptacle des informations que va pouvoir saisir l'opérateur sur la personne. Et on voit que les opérateurs peuvent saisir des commentaires inappropriés comme celui que vous voyez à l'écran. Le locataire se drogue, même s'il est français de souche, etc. Donc bon, on est vraiment dans commentaires inappropriés. Notre module va permettre de bloquer la saisie de ce commentaire, d'indiquer à l'opérateur qu'il est inapproprié et surtout de lui désigner les mots, les vocabulaires inappropriés. Alors on voit ici que grâce au text mining, le mot drogué a été capté dans ses déclinaisons que sont les conjugaisons. Les fautes de frappe, par exemple, aussi sont détectées. Et également que l'expression français de souche, même si français et souche ce n'est pas forcément gênant, français de souche l'est. Et donc, la mention de telles informations bloque la saisie. Alors, évidemment, tous les commentaires inappropriés ne sont pas forcément injurieux. On voit ici que, par bienveillance, un opérateur a fait mention du handicap et de l'état de santé d'un client, d'une personne, plutôt pour lui apporter de l'aide, mais là aussi, on va lui indiquer que le commentaire est inapproprié, puisqu'on va révéler sa vie personnelle sans avoir au préalable, en tout cas, capté son consentement formel. Alors, bloquer la saisie n'est pas forcément la réponse à toutes les solutions, puisque l'idée c'est de faire en sorte que les opérateurs restent opérationnels. Ici encore un commentaire bienveillant, mais qui va révéler l'état de santé d'un client, puisqu'on mentionne sa surdité.
On bloque la saisie, on indique que le commentaire est inapproprié, on explique pourquoi avec la mention de la surdité du client, et puis notre module va permettre d'indiquer une alternative conforme, puisque lors de la première phase d'audit, on a identifié que cette problématique revenait. Et donc, on va lui indiquer plutôt d'écrire un commentaire factuel, communiquer par écrit avec ce client. Et là, cette fois-ci, la sauvegarde est validée. Et finalement, on a permis la saisie, gardé le fond du commentaire en s'assurant que la forme est conforme au RGPD. Un dernier cas, cette fois-ci, d'adaptation au cas du client. Donc là, on voit que dans son commentaire, l'opérateur a fait mention de la Bible. Donc ça, c'est un cas qu'on a réellement rencontré. Pourquoi? Parce qu'en fait, en interne, dans cette entreprise, le guide de la relation client, auquel fait référence l'opérateur, a été nommé ou baptisé, si je puis me permettre, Bible de la relation client. Donc, on va indiquer à l'opérateur de saisir l'intégralité de l'expression, Bible de la relation client, qui, elle, va être validée, alors qu'on va continuer à interdire, comme on l'a vu tout à l'heure, la mention du mot Bible seul, qui, pris hors contexte, pourrait, cette fois-ci, donner une information sur la religion de la personne concernée. Donc on voit comment, grâce à notre module, on arrive à neutraliser les risques, non seulement dans les commentaires déjà saisis et passés et actuellement présents dans vos solutions, mais comment également on va prévenir les risques liés à la saisie de futurs commentaires par la suite. Un dernier point, on souhaitait échanger avec vous sur notre expérience, puisque depuis 2018, même avant la mise en application du règlement, nous sommes déjà intervenus dans plusieurs sociétés sur des projets de ce type. Ce qu'on a constaté sur cette période d'un peu plus d'un an, c'est que tous les secteurs sont concernés. On a intervenu dans le domaine de la banque, de l'assurance, du retail, du public, comme on l'a vu, de l'énergie. Nous avons traité sur la partie cartographie plus de 15 millions de commentaires, aussi bien présents dans des logiciels de type CRM, Coeris CRM par exemple, mais aussi des outils d'autres solutions, CRM également, mais aussi RH. Ce qu'on a pu voir au travers de ces projets, c'est qu'on remonte jusqu'à 5% de données sensibles dans certains cas. Et si on revient sur le sujet des données personnelles, type RIB, carte bancaire, etc., on est monté jusqu'à 25% des commentaires comprenant ce type de données. Donc là, le sujet, il peut être notamment, par exemple, si la plaque d'immatriculation doit revenir régulièrement, c'est peut-être qu'il y a un besoin métier de noter ces informations. La recommandation va peut-être être ici de créer un champ dédié dans le CRM par exemple, et puisqu'on va rebasculer dans de la donnée structurée cette fois-ci, eh bien on va pouvoir appliquer les précautions, notamment de limitation de la durée, etc., puisqu'on va rebasculer dans de la donnée structurée. Et puis en revanche, si la donnée n'est pas souhaitable, eh bien de sensibiliser les opérateurs, et puis s'ils poursuivent la saisie, malgré tout, le module captera ces détournements, on va dire, des zones de commentaires. Et enfin, pour revenir sur les données sensibles, donc Dieu merci, si je puis me permettre, les commentaires non sensibles, enfin sensibles, ne sont pas majoritairement des insultes portées sur les clients. On voit 3 thématiques revenir de manière dominante: l'état de santé, la religion, par plutôt des commentaires un peu détournés, et puis également le registre des condamnations de la personne concernée.
Voilà, donc je vais repasser la main Peut-être qu'il y a une à question Maître qui avait été Haas. posée, vous avez, Hélène. Est-ce que le terme « n'a pas tout compris » est-il autorisé? Alors, donc, d'abord la réponse juridique et puis je vais... Alors, d'abord, c'est pas une donnée sensible. Deux, c'est une observation qui a été mise en place et qui n'a pas une connotation, j'allais dire, péjorative. On ne veut pas dire que la personne est idiote, on ne veut pas dire que... Donc, à mon avis, ce terme-là peut passer... bon, peut-être on pourrait prendre un peu de mesures en disant « avons-nous été suffisamment clairs par rapport à ces demandes ?» mais bon, ça, pour moi, ça ne pose pas de problème. Voilà, on est plus sur le fait que sur le jugement de la personne, je vous rejoins, mais évidemment, dans l'adaptation du dictionnaire et de la mécanique de détection, on peut élargir, être un tout petit peu plus strict dans la rétention des commentaires. Alors, Juliette D me pose une question nous pose une question intéressante. Existe-t-il une différence significative entre des données sensibles et une donnée à risque, ou est-ce que c'est la même chose? Alors oui, il existe en fait une donnée qui est tout à fait importante, c'est qu'une donnée sensible, c'est déterminé, il y a 9 catégories de données qui peuvent être considérées comme étant sensibles. Une donnée à risque, c'est lorsque le traitement présente des caractéristiques qui impliquent une sécurité. Et donc là aussi, il peut y avoir dans les deux cas besoin de mener une étude d'impact, mais il faut qu'il y ait 2 critères en plus par rapport à une donnée sensible pour l'appliquer. Qu'en est-il des données anciennes les données anciennes, en fait, ça n'existe pas, les données anciennes. Il y a des durées de conservation. Est-ce qu'on peut ou pas les conserver? Lorsque l'on peut les conserver, donc il faut même prendre en place des mesures techniques et organisationnelles. Au-delà, les données anciennes pourraient être considérées comme étant des données à archiver. Si jamais elles n'ont pas à être archivées pour des raisons qui sont liées à l'exécution d'un contrat ou pour des raisons légales, elles doivent être purgées. Donc là, la question est très simple. Alors là, c'est une question un peu plus complexe que m'a posée Julia B. Est-ce que le traitement des données dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme de signalement, notamment Sapin 2, est-il soumis à une étude d'impact? Alors c'est une question qui est très intéressante dans la mesure où généralement les signalements concernent en fait des infractions qui sont susceptibles d'être considérées comme étant pénales, et donc là, le sous-traitant qui va proposer sa solution doit avoir mené une étude d'impact. Enfin, quelle est la durée moyenne de votre analyse? En amont, là, je pense que c'est pour moi. Oui. Donc, là, je comprends la question comme quelle est la durée en fait de l'intervention de l'équipe de data scientist sur la première partie de la cartographie. Donc, évidemment, ça va dépendre de la volumétrie. Il y a en fait 2 sujets, les traitements en tant que tels et surtout les échanges avec nos clients pour s'accorder sur, une fois qu'on a remonté, on va dire de manière globale, les commentaires qui sont identifiés au travers de notre dictionnaire, on va dire standard, on va ensuite aller personnaliser ce dictionnaire, et donc là il y a une phase d'échange, d'expérience en moyenne, on est sur évidemment moins d'un mois de traitement et de l'ordre de quelques jours pour le traitement en lui-même, et puis après selon la disponibilité et l'organisation du projet, on peut être sur 2 semaines d'intervention si on est bien dans un échange et dans une validation rapide. Très bien, merci beaucoup Hélène. Voyons maintenant la question de la mise en œuvre opérationnelle des outils de la conformité. Donc sur ce point, je rappelle que le responsable de traitement est tenu de sensibiliser son personnel à la protection des données. Donc, par exemple, des questions qui nous ont été posées, qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible, qu'est-ce que c'est qu'une donnée à risque. Donc tout ça, en fait, ça fait l'objet en fait, d'ateliers que l'on va mettre en place. Cette sensibilisation et formation du personnel fait partie en fait, des missions du délégué à la protection des données. Je rappelle que c'est l'article 39 qui le détermine, et puis le considérant 132, qui dit la formation concerne à la fois la micro, la petite ou la moyenne entreprise.
et puis les grandes entreprises, évidemment. Et l'article 5.2 qui nous dit cette sensibilisation fait partie des mesures d'accountability. Donc, quand on parlait de neutralisation des risques, effectivement, faire des ateliers, faire des formations, suivre des formations telles que l'a organisé Coeris et Asavoca, ici, ça fait partie des sensibilisations qui permettent de démontrer l'implication du responsable de traitement et de ses équipes, mais également des sous-traitants, dans le respect de la réglementation. Également, sensibiliser le personnel à la protection des données, c'est peut utiliser certains types de formations. Donc, à ce titre, le cabinet Asavoca a mis en place des outils, des vidéos sensibilisation ou encore un serious game sur le thème du RGPD qui est très interactif et qui permet également de former en s'amusant, c'est-à-dire aussi en trouvant un côté ludique, car on sait également que quand c'est ludique, on retient, on mémorise beaucoup plus fortement les informations. Et là aussi, c'est un point qui est important et qui implique le responsable de traitement. Ces sensibilisations, voilà un peu des exemples que nous avons mis en place. Ce sont des vidéos qui sont de 7 à 8 minutes et qui correspondent en fait plusieurs, qui sont soit sur les fondamentaux, soit sur les directions. On a une vidéo sur le RGPD pour le RH, le RGPD pour la direction marketing, le RGPD pour en matière de sous-traitance, RGPD en matière de DSI, etc. Voilà. Et également, au sein de notre cabinet, nous avons développé un outil qui s'appelle LegalFab et qui est en fait un outil de tenue du registre en mode SaaS qui est conforme au règlement général, à l'article 30 du règlement général à la protection des données, qui en fait n'est pas simplement un simple Canva sous format Excel, mais qui contient aussi une base légale. Je rappelle que le délégué à la protection des données, dans le cadre de ces registres, doit amplifier et mettre une base légale à toutes les choses qui sont en France. On me pose une question ici. Lorsque l'entreprise collecte de manière ponctuelle et consentie des données concernant le régime alimentaire, égal vegan, kasher, halal, est-il nécessaire de réaliser une étude d'impact? Alors, une question qui est complexe parce que en fait, on nous dit que c'est de manière ponctuelle et consentie. Donc la question, ça serait de savoir quand est-ce que c'est ponctuel, parce que je rappelle qu'à partir de la deuxième fois, c'est plus ponctuel, ça devient habituel et consenti. Donc ça veut dire que la personne a donné un accord. Il n'empêche que le responsable des traitements sera tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour protéger ces fichiers. Et ensuite, on est face à des données qui sont sensibles, puisqu'on a à la fois des connotations religieuses, des connotations alimentaires liées à la vie privée. Donc il est important de voir si la personne qui vous a proposé, le co-responsable de traitement ou le sous-traitant qui vous propose cette solution a mené son étude d'impact. Dans tous les cas, je pense que la précaution, la prudence invite à mener une étude d'impact. Voyons maintenant, voilà un petit peu ce qui avait été indiqué. Je voudrais parler un peu aussi de missions que l'on peut mettre en place. Alors, soit l'entreprise désigne un délégué à la protection des données internes, soit elle peut aussi l'externaliser, puisque le rôle, rappelons-le, du DPO, qui est prévu par les articles 37, 38 et 39, c'est une aide, en fait, et un conseil aux responsables de traitement. Il contrôle le respect du règlement général de la protection des données. C'est un point de contact entre les personnes concernées, mais également un interlocuteur auprès de la CNIL. Pour moi, en fait, le DPO, c'est une vigie. Hein. Il est là, ce chef d'orchestre, mais aussi vigie. Il est soumis au secret professionnel et à l'obligation de confidentialité, et il doit avoir un accès à l'ensemble des traitements et des ressources suffisantes pour exercer cette mission. Donc là, vous avez ici toute une série de points. Et donc nous avons aujourd'hui un certain nombre de mandats qui nous permettent de faire l'IPO. Je rappelle que c'est une mission c'est un chef de projet aussi qui accompagne en fait les entreprises. Et dans ce cadre-là, il pourra aussi, avec Coeris, mener des actions de telle manière à ce que, quand on l'a vu, aller chercher dans les zones de commentaires les fichiers, ceux qui pourraient être source de conflits ou de litiges. Donc ça, c'est un point important.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous nous posez des questions? Il nous reste... Elles sont nombreuses. Alors... Lors d'un contrôle de la CNIL, nous dit Corinne, alors attendez, lors d'un contrôle de la CNIL... Alors, désigné par la direction qui est, entre autres, un salarié de service RH et finance, peut-il être recalé de cette fonction du fait d'être proche de la direction? Alors, il y a un des critères qui est important, le DPO doit être une personne indépendante. Je me pose la question de savoir si dans une entreprise, tout le personnel n'est pas proche de la direction. En fait, généralement, une entreprise, c'est une entité ensemble. Effectivement, il doit être indépendant et veiller à cette indépendance dans le cadre de sa mission. Donc, il faudrait plus de précision par rapport à la question pour voir qu'est-ce qu'on entend être trop proche de la direction. Autre question? Alors, devons-nous avoir une preuve, donc question de Chloé, de la sensibilisation du personnel en cas de contrôle CNIL? Comment prouver que nous avons effectivement réalisé cette sensibilisation par le biais d'un livret distribué au personnel, par exemple? Eh bien, d'abord, le livret, il y aura un nombre de livrets, donc on va vérifier si le nombre de livrets correspond au nombre de personnel, déjà s'il a été distribué. Et deuxièmement, ce qui serait très intéressant, c'est chaque fois que le livret a été remis, ou si c'est un livret numérique, si jamais il y a une connexion, la personne s'est identifiée et a cliqué dessus pour montrer. Donc, je rappelle que la preuve doit être ramenée par le responsable de traitement. Ça, c'est assez simple à organiser. C'est sûr que s'il n'y a qu'un livret, alors, bon, donc il faut voir, il doit y avoir une cohérence entre, si vous voulez, les outils mis en place et les personnes qui peuvent les consulter. Alors, je continue. Quid des fournisseurs et sous-traitants, que faut-il faire? C'est un vaste sujet. Oui, mais en fait, il faut dire, alors, là aussi c'est organisé, c'est-à-dire que en fait, et la CNIL a établi en fait un livre blanc, enfin un guide des relations avec les sous-traitants. Donc un fournisseur, c'est un sous-traitant. Ce sous-traitant, de deux choses l'une, en amont, il faut déterminer si il va avoir un rôle vis-à-vis des données à caractère personnel. Si c'est un sous-traitant classique qui livre les bouteilles d'eau, ou un certain type de matériel, il n'est pas impacté par le règlement général des données. Mais maintenant, si c'est un sous-traitant pour un CRM, là évidemment il va y avoir des points, donc il faudra bien qualifier la relation, est-ce qu'il est co-responsable de traitement ou est-ce qu'il est sous-traitant, et mettre des clauses spécifiques qui sont prévues dans le cadre du règlement général, qui vont encadrer la relation. Alors, on fera intervenir également le DPO, qui sera aussi un arbitre et négociateur par rapport aux clauses en présence. Encore une question d'ordre juridique. Juliette, pour une PME moins de 100 salariés, le DPO est-il vraiment utile, nécessaire, ou est-ce in fine plus une perte, argent, etc. pour l'entreprise? Être conforme n'est jamais une perte. C'est ce qu'on peut dire. Deuxièmement, effectivement, c'est une très bonne question que pose Juliette, puisque dans le cadre du règlement, le DPO est obligatoire au-delà de 250 personnes et pour les administrations et les organismes publics. Ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, en dessous, c'est au cas par cas qu'il faut raisonner et voir si l'on est face à des données sensibles, donc là c'est obligatoire, ou face à des données à risque, et là aussi c'est nécessaire. Dans les autres cas, il est recommandé de désigner un délégué à la protection des données. Donc ce n'est pas une perte d'argent puisque c'est un interlocuteur et c'est quelqu'un qui va permettre à l'entreprise d'être générateur, créateur de confiance. Donc là aussi, il faut non pas le vivre comme étant une contrainte, mais plus comme une opportunité. Enfin, c'est une mission qui peut être complémentaire. Donc s'il est interne, il n'y a pas de coût. Enfin, c'est un coût, ça rentre dans un cadre d'infection, et c'est un plus qu'apporte l'entreprise. On le voit très bien, lorsque vous demandez des données et que vous marquez DPO, contact à DPO et puis le nom de votre entreprise, ça rassure vos clients. Et donc, c'est quand même un des objectifs aujourd'hui, lorsqu'on veut avoir une personnalisation et on a besoin d'utiliser les données, c'est un vrai outil de management. Alors, on peut encore prendre une question. Est-ce qu'à l'envoi d'un document comportant des données, nous devons le sécuriser par mot de passe? Dans la voie, donc c'est-à-dire c'est les messageries, c'est ça la question, elle vise les messageries peut-être. Sécuriser les mots de passe, enfin, pour accéder à sa messagerie, il y a des mots de passe.
donc pour pouvoir y accéder. Donc à partir du moment après, chacun est responsable des messages qu'il envoie. Je pense aussi aux pièces jointes. Alors dans les pièces jointes, ça dépend aussi de la politique de l'entreprise. Et c'est vrai que plus on arrive à sécuriser, crypter ces informations, meilleur c'est. Mais ça, c'est la politique de l'entreprise par rapport à l'échange d'informations entre les utilisateurs là-dessus. Donc ça, c'est réglé par la charte Internet. À nouveau une question sur le DPO. Ce sera la dernière, parce que là on arrive dans le temps. Mais on est à votre disposition, vous pouvez nous contacter, Coeris ou le cabinet AS, pour des questions si besoin se fait sentir. N'hésitez pas. On a aussi un service qui s'appelle Juris Appel et que vous pouvez contacter, où vous avez un avocat spécialisé qui répond à vos questions. Je rappelle également que le règlement général de la protection des données vise d'abord à créer de la confiance. Donc c'est rassurer le public. Donc on va conclure avec cette question. Toutes les entreprises de plus de 250 salariés ont-elles l'obligation de désigner un DPO? Il me semblerait que ce critère est pour l'établissement du registre des activités de traitement. De quoi? J'ai pas compris. Excusez-moi. Le critère de 250 salariés s'applique-t-il pour l'obligation de désigner un DPO ou uniquement pour l'établissement du registre? Non, ce critère, on le retrouve à la fois pour le registre et on le retrouve à la fois aussi pour les DPO. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, il y a des points au cas par cas. De toute manière, il est recommandé de tenir un registre de traitement dès lors que on a, si vous voulez, on utilise des traitements à des fins, j'allais dire, commerciales, puisqu'on aura des comptes à rendre et n'importe qui peut poser des questions en voulant bénéficier d'un droit d'accès, etc. Donc, il est recommandé de le faire. Voilà, ça c'est un point important. Et je rappelle que ça s'adresse à quelle que soit la taille de l'entreprise. Là aussi, dans le monde numérique, il faut avoir, si vous voulez, un visa numérique. Le visa numérique, c'est être conforme au règlement général de protection des données. Voilà. Très bien. Mais écoutez, Hélène, moi je vous remercie. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis avec autant d'attention, de nous avoir posé des questions aussi percutantes. Et puis n'hésitez pas, si vous avez plus de besoins, à essayer de soit contacter Hélène, ou soit nous au sein du cabinet AS. On vous enverra à ceux qui ont été présents un code d'accès gratuit pour pouvoir questionner sur jurisappel.fr. Voilà. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.